C'est vrai que la lecture fonctionne souvent comme un filtre, comme une lentille justement. Par exemple la question de l'amour, mais aussi tout ce qu'on n'a pas vécu. On commence souvent par le vivre dans les livres en fait. C'est-à-dire qu'il y a dans les livres une dimension initiatique qui est liée à la connaissance et qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'on lit pour connaître. Et moi, quand j'étais cet enfant qui allait toutes les semaines avec ces livres on rendait la carte, les tampons sur la carte et on repartait, on en reprenait sa cargaison, etc. Il y avait une dimension de connaissance. J'avais envie de connaître au point de troubler un peu parfois ses propres expériences. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, la Bibliothèque publique d'information. La BPI est installée dans le bâtiment Lumière à Paris, le temps des travaux du Centre Pompidou. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la BPI. Aujourd'hui, je rencontre Maëlys de Kerangal pour son essai littéraire issu d'une conférence « La lentille et le roman » paru aux éditions Verdier. Révélé au grand public par des œuvres comme Naissance d'un pont, prix Médicis en 2010, ou Réparer les vivants, récompensé par 10 prix littéraires, dont le Grand Prix RTL Lire ou encore le prix des étudiants de France Culture en 2014, Maëlys de Kerangal bâtit une œuvre où l'enquête documentaire nourrit une langue poétique et sensorielle, une écriture de lisière, comme elle le dit elle-même. Dans son dernier livre, La lentille et le roman, elle fait de son propre trouble oculaire la matrice de sa littérature. Écrire consiste, selon elle, à se bricoler une lentille pour mieux observer le réel et faire voir son opacité, ses zones troubles. Je retrouve Maëlys de Kerangal à la sortie du métro Cours-Saint-Émilion pour l'escorter jusqu'à la BPI, ce repère de bigleux qui, comme elle, s'appuie sur la littérature pour tenter de faire le point au milieu du flou. Bonjour Maëlys de Kerangal. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Est-ce que vous êtes heureuse d'aller à la bibliothèque cet après-midi ? Jour de fermeture de la BPI, donc vous serez chez vous. Super, génial. Un peu comme si vous étiez entrée par effraction. C'est le nom du podcast. C'est vrai, ouais, exactement. Je vais me glisser à l'intérieur, il n'y aura personne, c'est chouette. Alors Maëlys, quel est votre rapport personnel aux bibliothèques ? C'est un rapport assez sentimental en fait, peut-être plus sentimental que professionnel. En fait, moi je suis un peu une enfant des bibliothèques, j'avais une pratique de la bibliothèque extrêmement régulière quand j'étais enfant, tout simplement à la bibliothèque municipale du Havre où j'habitais alors. C'était une bibliothèque que j'aimais beaucoup et dont je garde des sensations très fortes. C'était un peu un monde à part quand même, un monde très, très calme, très, très silencieux. Moi, je vivais dans une famille nombreuse, c'était assez animé. Donc pour moi, c'était aussi un endroit de rêverie, de solitude, et on était parmi les livres. Enfin, j'aimais beaucoup le sentiment acoustique, quoi. On ne devait pas parler fort, je me souviens. Donc pour des enfants, c'est assez marquant. Et puis, voilà, ça a beaucoup alimenté quelque chose d'assez fébrile, la joie de découvrir des livres, les avoir tous sous la main, cette espèce de sensation-là qui était assez magnifique. J'ai moins été à la bibliothèque, je dois dire, quand j'étais collège, lycée et étudiante. C'était beaucoup plus des bibliothèques dont la BPI de Beaubourg d'ailleurs, où j'allais beaucoup, pour aller y travailler. C'est un peu comme des annexes de bureau en fait. J'ai l'impression que les étudiants ils travaillent beaucoup aussi en bibliothèque. Donc c'est intéressant, c'est des lieux de vie en fait. Aujourd'hui, je dois dire que je vais dans les bibliothèques souvent quand je suis invitée à venir présenter mon travail. Et j'aime quand même toujours les visiter. Je suis très intéressée par la bibliothèque comme architecture, aussi comme méthode de classement. Enfin, tout ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait des livres ? Comment on les agence, qu'est-ce que ça raconte le classement d'une bibliothèque, voilà. Chez vous, vous adoptez un rangement particulier dans votre bibliothèque pour les livres ? Oui, alors moi j'adore ça, moi les ranger. J'ai un classement en fait un peu ça se détraque assez vite, hein. Mais j'essaye de maintenir quand même un classement par nature de texte, c'est-à-dire je sépare la philosophie de l'histoire, l'anthropologie,
des livres plus usuels. Enfin, vous voyez, et par ordre alphabétique. Bon, l'alphabet, c'est le grand truc de la bibliothèque. Ça voit si on s'assied Bien un sûr. petit peu sur le banc? Parce que vous marchez vite. Vous êtes une grande lectrice et dans plusieurs de vos livres, vos personnages ont un rapport à la lecture qui est comme un révélateur. Je pense notamment à Un monde à portée de main où Paula, votre héroïne qui est peintre, s'en remet à Anna Karénine pour éclairer sa vie et ses sentiments. Est-ce que pour vous, vous diriez que les bibliothèques sont aussi des lieux d'exploration indispensables pour vous comprendre vous-même et puis peut-être pour amorcer vos écrits? Oui, il y a quand même, pour moi, dans la bibliothèque, alors là, je dirais le bâtiment, les rayons, une dimension d'exploration qui est très très forte, mais qui vient d'ailleurs de cette première bibliothèque où j'allais enfant. C'est vrai que la lecture fonctionne souvent comme un filtre, comme une lentille justement sur sa propre vie. Par exemple la question de l'amour, mais aussi tout ce qu'on n'a pas vécu. On commence souvent par le vivre dans les livres en fait, c'est-à-dire qu'il y a dans les livres une dimension initiatique qui est liée à la connaissance et qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'on lit pour connaître. Et moi, quand j'étais cet enfant qui allait toutes les semaines avec ces livres on rendait la carte, les tampons sur la carte et on repartait, on en reprenait sa cargaison, etc. Il y avait une dimension de connaissance, j'avais envie de connaître. Et évidemment de connaître d'autres espaces-temps, de connaître d'autres réalités. Et puis vient un moment où, par exemple justement, vous parlez de cette question de l'amour. L'amour, la passion amoureuse, on peut la rencontrer dans les livres avant de la vivre en fait. Et alors ça produit des drôles de choses parce qu'après, quand on la vit, se surimprime des lectures. Donc ça contribue à donner une très forte présence de la littérature dans sa vie propre, au point de troubler un peu parfois ses propres expériences. Alors dans La lentille et le roman, vous révélez souffrir de troubles ophtalmiques multiples, une forte myopie à l'œil droit, une très forte hypermétropie, une cataracte congénitale à l'œil gauche, un strabisme convergent et d'autres. Et vous dites que vous devriez porter des lentilles de contact, mais qu'à la place, vous écrivez des romans. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ? Oui, je dis ça, c'est un peu pareil en ce qui me concerne, c'est-à-dire que c'est un livre que j'aime bien parce qu'il est tout petit, mais il contient plein de choses, et notamment des extraits de 5 de mes romans. Je me suis rendu compte que pour moi, moi qui voyais pas très bien et qui était un peu tout le temps dans une forme de sfumato, etc., voir c'était aussi écrire en fait. J'avais un usage de l'écriture qui pouvait se rapporter à l'idée d'y voir quelque chose, quoi. Un petit peu d'ailleurs ce qu'on vient de dire sur Anna Karénine. J'ai eu le sentiment que la présence du détail dans mon travail, la présence de la description dans mon travail, cette façon de déplier les scènes, les situations, d'être parfois dans le microscopique, le détail justement du pigment sur le mur, etc. Mais aussi plus macro, par exemple comme dans Naissance d'un pont, c'est un chantier important, plusieurs centaines de personnes. Il y a des jeux d'optique en fait, et que ces romans ils m'ont permis d'y voir en fait, d'y voir mieux ou d'y voir autre chose. J'avais l'impression que moins j'y voyais bien en fait, plus la phrase était nette. Vous voyez, il y a un peu cet effet-là. Alors c'est une réflexion qui est très poétique. La mise en page est très spéciale. Elle laisse des blancs. Vous revenez à la ligne, un peu comme dans un long poème en prose. C'est une écriture scandée. Et la singularité, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est que ce livre contient plusieurs de vos livres, des extraits que vous faites apparaître à des moments bien précis et bien choisis de votre réflexion, un peu comme des anneaux concentriques qui formeraient un faisceau unique à la fin, qui révélerait que pour vous, l'écriture, comme vous l'écrivez, est une optique. Est-ce que le fait de retourner l'objectif sur vos propres textes, c'était une première pour vous, et que signifie ce geste ? Ah oui, c'était une première. Alors c'est toujours bizarre quand on revient sur ces livres, c'est toujours bizarre déjà de relire un livre, et puis alors de se relire encore plus. Alors c'est quelque chose que j'avais pas dans l'idée de faire dans La lentille et le roman, c'est-à-dire que ce serait finalement un livre où il y aurait des extraits de mes livres. C'est plutôt quelque chose que j'ai choisi de faire quand il a été question de publier cette petite conférence, puisque ça vient de petite conférence
conférence que j'avais faite au Banquet du Livre à la Grâce en 2024. Et là, j'ai eu envie effectivement de proposer à un moment donné qu'on mette sur un espèce de plan d'équivalence, voilà, ce propos poético-théorique, je dirais. C'est pas vraiment, je suis pas du tout une théoricienne, mais c'est vrai que j'avais envie en tout cas d'interroger mon travail et en même temps de regarder vraiment, voilà, qu'est-ce que ça donne dans les textes. Et alors, c'est vrai que quand on se relit, parfois on se demande même qu'est-ce qui nous a amené à écrire ça, et on refait très bien le chemin. Et puis il y a aussi des choses qui vous embarrassent. Je me dis souvent, mais non, j'aurais jamais dû faire ça comme ça, pourquoi j'ai mis ça là? Évidemment qu'on revient aussi dans son travail et qu'immédiatement on a envie de réécrire en fait. Relire, ça conduit toujours un peu à vouloir réécrire. Alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est à la fois une réflexion sur vos propres textes, sur la littérature, sur le geste d'écrire, mais c'est aussi une réflexion historique sur la lentille. Ah oui. Et il y a un passage éclairant où vous évoquez Spinoza, le philosophe, qui était aussi polisseur de lentilles, et vous expliquez que ce travail manuel n'était pas seulement un gagne-pain, c'était une part de son métier de philosophe. Polir les verres, c'était une façon pour lui peut-être de chercher un peu la transparence de la vérité. Ouais. À travers le détail, mais aussi à travers un geste qui, à l'époque, était objet de méfiance. Vous racontez cela aussi. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il y a eu l'invention un peu des artefacts optiques, on va dire la lentille, on s'est méfié d'elle parce que finalement elle faisait apparaître proche ce qui était loin, grand ce qui était petit, vous voyez. Et en fait, la lentille, elle permettait évidemment de mieux voir les objets célestes. Au départ, c'est une lentille on la braquait sur le ciel pour aussi savoir un peu se situer soi. Et c'est vrai que le roman, de la même manière, il permet aussi de se situer, et on s'est méfié de lui un peu comme on s'est méfié de la lentille. Voilà, c'est le royaume du faux, c'est de la fiction, ça n'existe pas, tout ça c'est inventé, etc. Or, évidemment que moi je plaide pour qu'il y a une grande vérité dans le roman, évidemment. Une grande vérité et aussi peut-être une dimension politique qui est peut-être aussi présente dans le fait de se situer, comme vous disiez. Oui. Et qui est présente aussi dans le fait de ne pas détourner les yeux. Oui, ce que j'aimais beaucoup dans cette histoire de roman et de lentilles, c'est que je me disais parfois, est-ce que un mot peut fonctionner un peu comme une lentille de contact, comme un verre de lunettes, c'est-à-dire qui peut tout d'un coup vous permettre de voir. Et alors je donne l'exemple du mot channel dans Jour de ressac. Le channel, c'était le nom anglais de la Manche auprès de laquelle j'ai grandi au Havre, mais c'était aussi le nom de ce cinéma où il est question d'une autre lentille, celle de la caméra. Et puis c'était le nom évidemment d'une mer que des êtres, des individus traversaient sur des canaux de fortune pour rejoindre, et traversent encore sur des canaux de fortune pour rejoindre l'Angleterre. Et donc ça me permettait d'alerter un peu sur aussi ces naufrages et ces tragédies d'émigration. C'est-à-dire que quand on entend Chanel, finalement on entend tout ça. C'est des mots qui permettent de tout voir d'un coup, comme si il braquait une lumière dans le langage, et qu'en fait il faisait surgir les 1000 réalités corrélées en fait à ce mot. Pour moi, c'est aussi la dimension très politique du langage, très politique des lexiques, et le fait que les mots font toujours l'objet quand même d'une attention particulière. Et toute cette histoire de vision, ça ramène beaucoup à cette idée de faire attention. Qu'est-ce que c'est faire attention? Qu'est-ce que c'est bien regarder? Apparaître la bibliothèque publique d'information qui s'élève. Je viens dans cette nouvelle bibliothèque. Qu'est-ce que vous voyez à travers votre lentille? Je vois un immense atrium extrêmement impressionnant, et puis des étages, des ascenseurs. Ah oui, c'est extrêmement étonnant. Il y a des passerelles végétalisées, des arbres, des comptoirs, plein de drapeaux. Ouais, non, c'est impressionnant. Très, très haut, très vaste. Donc ici, c'est la bibliothèque, elle est de ce côté-là. Elle est de ce côté-là, vous allez vous y retrouver. Je pense que si vous avez l'habitude de la découvrir. Ce que j'aime beaucoup immédiatement quand j'entre dans cette bibliothèque, et qui me rappelle d'autres bibliothèques, c'est le calme. C'est-à-dire que c'est des endroits où l'acoustique est complètement différente. On n'est pas du tout dans des endroits bruyants, animés, etc. C'est plus feutré. Et ça, je me souviens que j'adorais ça, enfant.
Vous voyez, l'idée qu'on était quand même un peu ailleurs. S'il y avait un endroit de la bibliothèque où vous voudriez passer la nuit, ce serait lequel ? En fait, dans les salles de lecture plutôt, je pense, à moins que j'aille me coucher au pied du rayon de mon auteur favori ou de mes auteurs favoris. Peut-être que je m'étendrais près de Proust. En plus, je pense qu'il y aura la place de s'étendre. La place de s'étendre, ouais. Maëlys de Kerangal, quel est le premier livre dont vous avez choisi de nous parler ? J'ai choisi de parler du livre de Patrick Modiano, Rue des boutiques obscures. C'est un livre qui a été publié en 78 et évidemment, moi j'avais 10-11 ans, donc je l'ai lu beaucoup plus tard, peut-être au moins 10 ans plus tard. C'est un livre qui ne m'a jamais quitté. D'abord physiquement, c'est-à-dire je l'ai toujours un peu à portée de main, il n'est jamais très loin. Et surtout, j'en ai gardé une impression vraiment profonde. Les grands livres, ils ont pour moi, là, ils se reconnaissent dans le sens où, vous voyez, ils déposent en vous un sentiment, qui se reforme dans le temps, mais qui vous quitte pas. Bon, c'est devenu un livre culte. Et puisqu'on est dans une bibliothèque, je trouve que Modiano, c'est complètement en écho, parce que la bibliothèque, c'est aussi la forêt des noms, des titres et puis des noms d'auteurs. Hein. Quand on est enfant, on voit tellement de noms et tellement de couvertures, et on se dit, mais qui sont tous ces gens ? Modiano, pour moi, c'est un auteur de l'anthroponymie, quoi. C'est quelqu'un qui est sans arrêt en train ou bien d'inscrire dans son texte des noms réels, mais sinon il a un rapport au nom qui est extraordinaire, et aussi un rapport à la toponymie, c'est-à-dire au nom de rue. Donc en fait, on est dans un maillage permanent de personnages et puis de lieux, de figures humaines, et puis en même temps, il y a toute cette cartographie qui se déploie dans ces livres, et donc dans Rue des boutiques obscures, c'est vraiment le cas. C'était l'histoire d'un homme qui a perdu la mémoire, qui travaille pour un détective privé qui s'appelle Hutte, qui est justement un baron Balt, un ancien joueur de tennis, qui lui part à Nice, ferme son agence, et Guy Rolland, donc, qui a été nommé de la sorte par ce patron qui tenait cette agence, va essayer de savoir qui il est, va essayer de retrouver son identité. C'est quelqu'un qui est frappé d'amnésie et qui ne se souvient vraiment de rien. Et donc, en fait, le roman progresse un peu en sfumato, et c'est magnifique, quoi. Il y a une grâce extraordinaire, parce qu'en fait, les phrases sont simples, elles sont courtes, mais elles sont aussi toujours un peu tremblées. Les scènes s'enchaînent, ça va assez vite, et on suit un homme qui marche un peu à tâtons dans un monde de reflets, de gens qui sont devenus méconnaissables, de gens qui ont vieilli, avec pour viatique, par exemple, une boîte qui est ouverte chez un fameux Stiopia, qui se rend chez cet homme à la suite d'un enterrement, et ils vont ouvrir ensemble cette boîte qui contient, vous voyez, c'est tous les bribes de l'existence, les petits papiers, les photos écornées, les tickets, les avis de mariage ou de décès. Enfin, il y a comme ça ces boîtes de ces petites archives très modestes, à partir desquelles il tisse une espèce d'enquête, mais qui a quand même une dimension de fresque, je trouve, en clair-obscur, et de fresque parce que chacun aussi se sent invité dans ce livre. Hein. C'est comment les souvenirs tremblent, comment les identités finalement se reforment tout au long de la vie, les gens changent de nom. C'est un livre assez merveilleux parce que c'est un livre qui fait résonner la mémoire et qui en fait, pour moi, contient toutes les mannes du roman, c'est-à-dire le rapport au temps, cette espèce de temps qui est un peu sableux, un peu ou sablonneux, et puis un rapport à l'espace qui au contraire est très précis. On est dans des villes qui sont dans Paris et dans des rues qui sont toutes nommées. Alors après, c'est moins précis dans les scènes où il y a beaucoup de choses entrevues, entreaperçues, vues de manière un peu décalée, etc. Et je trouve que c'est un livre magnifique et c'est un des rares livres que je relis souvent. J'aime beaucoup y revenir. Et auquel vous appliquez, j'ai l'impression, votre prisme de la lentille romanesque, puisque vous le décrivez comme une enquête à tâtons en sfumato. Absolument. Je trouve qu'il y a d'ailleurs, on est dans une espèce d'étrangeté ou alors de hantise. C'est-à-dire, c'est un livre aussi sur la part de fantômes qui occupent nos vies. C'est un livre qui reste pour moi un livre magnifique. Rue des boutiques obscures de Patrick Modiano, c'est paru en 1978 aux éditions Gallimard. Ça a été récompensé la même année par le prix Goncourt. Quel est le deuxième livre dont vous avez choisi de nous parler ? Alors, le deuxième, c'est le livre de Dubravka Ugrejis qui s'appelle La Renarde. Alors, c'est un livre que j'adore, qui est un livre très bizarre. Parce que c'est à la fois, on
peut dire une autobiographie. Enfin, il y a des pans de ce livre qui sont autobiographiques. On peut le penser. En tout cas, il y a des espèces de captations de scènes qui ont des résonances autobiographiques. C'est aussi, il y a du roman. Il y a aussi de l'histoire littéraire. Enfin, ça peut, à un moment donné, pencher un peu vers l'essai. Enfin, il y a des propos sur la littérature. C'est divisé en 6 chapitres. Alors, Dubravka, c'est une écrivaine qui est née en 1949. Elle était en Yougoslavie, et puis elle a dû s'exiler parce que les nationalistes croates l'ont forcée à l'exil, et elle a vécu aux Pays-Bas. Donc c'est une femme qui est quand même marquée par l'exil, le nationalisme. C'est quelqu'un qui a été opprimé d'une certaine manière politiquement. Bon, ce qui est merveilleux dans ce livre, c'est que c'est un livre qui ouvre sur la littérature. Et moi, j'aime les livres qui ouvrent sur d'autres livres, des livres qui sont des ramifications, enfin qui me conduisent vers d'autres livres. Et de la même manière que moi, j'écris avec les livres des autres, c'est-à-dire que mes livres, ils reposent sur d'autres livres, ils font signe à d'autres livres. Donc, par exemple, Modiano pour Jour de Ressac, mais La Renarde, elle aussi, elle est très présente. Alors, La Renarde, c'est parce qu'en fait, elle travaille au départ sur un écrivain russe, Boris Pilniak, et la question, c'est voilà, d'où viennent les histoires, d'où viennent ces histoires qu'on se raconte. Elle s'interroge sur la naissance de la littérature. Dans ces 6 chapitres, elle va suivre une figure mythique qui est celle du renard, qui devient parfois la renarde, qui est en fait à l'image de cet animal un peu fourbe, un peu flatteur, assez génial, attachant, mais aussi un animal qui se faufile, enfin qui traverse un petit peu un frotteur de clôture, etc. Et on le retrouve incarné dans la veuve d'un écrivain qui fait sa promotion, dans une jeune femme, justement, une jeune femme rousse qui descend dans un canyon avec Nabokov et qui tout d'un coup se retrouve... Il y a une scène érotique assez géniale avec un papillon extrêmement rare qui rentre sous sa jupe, et comme elle a dû laver ses sous-vêtements parce qu'il faisait trop chaud, enfin bon, il y a une histoire comme ça, ils sont en train de se balader, elle les a pas remis, donc elle est nue, et il y a ce papillon et elle est rousse, donc sur cette espèce de toison rousse, il y a un papillon. Là, on est complètement dans cette image de la renarde. Et la renarde, le renard, c'est parfois le séducteur qu'elle rencontre quand elle est étudiante à Moscou. Donc c'est un personnage un peu trompeur, extrêmement magnétique, extrêmement attachant, auquel elle fait correspondre la figure du romancier, quoi. C'est-à-dire un peu le maître des illusions, le maître des sortilèges, un peu celui dont on devrait se méfier, comme on se méfie du roman. Et c'est un livre qui est à la fois érudit, qui déplie des scènes. Chacun de ces 6 chapitres est aussi un voyage. On va au Japon, on va à Naples. C'est un livre qui est plein de sentiments, qui interroge aussi un peu cette question du vieillissement. C'est une femme qui est assez rebelle. Elle est née en 49, elle a peut-être près de 70 ans quand elle publie ce livre. Et elle est à la fois extrêmement rebelle et d'une très grande intelligence. Elle est très alerte. Et elle a cette capacité justement de mettre dans un livre plein de choses différentes. Et notamment, donc, il y a de l'anthropologie, il y a de l'histoire de la littérature, il y a du mythe, il y a des contes, Elle était vraiment très, très spécialiste des contes. Et voilà, il y a du roman, de l'autobiographie. C'est un livre merveilleux, vraiment merveilleux. Qui hybride les genres comme Absolument. Vous pouvez le faire vous aussi, Maëlys de Kerangal. La Renarde de Dubravka Ugrezic, c'est paru en 2017 en Croatie sous le titre Lisica. Et ça a été traduit en français en 2023 par Chloé Billon chez Christian Bourgois. Quel est le 3e livre dont vous avez choisi de nous parler ? Alors, le 3e livre, c'est un livre assez différent. C'est un livre d'un poète américain qui est né à la fin du 19e siècle, je crois vers 1885, mais j'en suis pas complètement certaine, mais je dirais vraiment dans ces eaux-là, qui s'appelle Charles Reznikov et qui faisait partie un peu de ces poètes qu'on a dit objectivistes, c'est-à-dire des poètes qui, d'ailleurs comme Dubravka, rejettent la sentimentalité, le côté un peu fleuri de la langue, etc. Alors lui, c'est témoignage au singulier, c'est un texte extraordinaire. Le sous-titre, c'est Les États-Unis 1885-1915. Il est traduit par Marc Cholodenko, la traduction est sublime. C'est un livre qui raconte finalement la naissance d'une nation, la naissance des États-Unis. Pour le raconter, il va collecter, aller chercher des minutes de procès, des mains courantes, des procès-verbaux, de tous les conflits en fait qui animent la vie des gens. Il va capter une certaine violence dans ces traces-là, et qui sont des violences très ordinaires. C'est du voisinage, c'est de la convoitise,
Moïse, c'est des choses comme ça. Et en fait, il va écrire, alors vraiment là, on est sur une espèce d'épopée anti-épopée, parce que la langue est pas du tout épique, mais en revanche, on est vraiment sur, ça va jusqu'en 1915, donc c'est sur 30 ans, et il essaye de documenter et de traduire et d'exprimer avec l'émotion qu'il convoque quand il lit ces témoignages. Et alors ce qu'il va faire, c'est ça qui est assez extraordinaire, le texte est un montage, en fait, un montage de ces petits textes qu'il reprend, qu'il retravaille, et ce qui l'intéresse, c'est vraiment de les rendre bruts. La littérature, dans ce livre-là, elle fait un peu toc-toc-toc, au sens où elle est sèche et puissante. Il n'y a pas du tout d'effet. C'est un texte qui est extrêmement sobre et qui est magnifique parce qu'il est justement puissant dans sa sobriété. Et c'est une collection d'histoires. Et ces histoires, elles sont numérotées. Il raconte, c'est des micro-récits, c'est des poèmes qui sont en forme de micro-récits, c'est de la poésie en prose, qui racontent simplement la vie des gens dans la difficulté, dans la violence aussi, hein, la confrontation. Et ce faisant, il raconte comment les États-Unis sont sortis un peu de la terre. On pense un peu au quartier de Five Points au sud de Manhattan, qui était un quartier terrible où arrivaient les migrants et où il y avait déjà cette espèce de désir de survivre qui animait chacun. Parfois, c'était faire fortune, etc. Et il y avait immédiatement cette espèce de façon de se débattre parmi les autres. Et c'est ce que raconte Témoignage. C'est d'une très grande beauté parce que, alors, pour le coup, les contours sont très, très nets. Ce sont des phrases très lapidaires, mais en fait, avec ce principe de montage, des effets de blanc, hein, on saute des lignes, donc là, le lecteur peut projeter beaucoup dans ces lignes de blanc. Il y a toute une espèce d'histoire, de grande épopée qui prend corps, et c'est vraiment un texte magnifique. Et en vous écoutant, moi, je pensais aux coupes au microscope dont vous parlez Absolument. Dans La lentille et le roman, où vraiment vous parlez de prélever des coupes. C'est exactement ce qu'il fait. Je pense que on peut dire que chacune de ces histoires, c'est un peu comme une coupe sous sa lentille à lui et qui va prélever dans tous les tribunaux et puis je pense dans les hôtels de police, partout où il y a des documents qui peuvent raconter un peu qu'est-ce que c'était que les conflits, la justice et une certaine forme de violence qui donne au livre un caractère quand même assez fort, et assez dramatique aussi. Témoignage de Charles Reznikoff. L'édition que vous avez entre les mains, c'est donc le tome 2, sous-titré « Les États-Unis 1885-1915 », traduit en français par Marc Cholodenko chez POL en 2012. Mais il y a aussi eu un tome 1 qui était sous-titré « États-Unis 1885-1890 », traduit par Jacques Roubaud et qui était paru en 1981 chez Hachette POL. Absolument. Merci Maëlys de Kerangal. Merci beaucoup, merci à vous. C'était Par Réfraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Un grand merci à Maëlys de Kerangal pour sa participation. Vous pouvez découvrir La lentille et le roman de Maëlys de Kerangal, paru chez Verdier, en bibliothèque et en librairie. Pour écouter nos précédents épisodes, consacrés notamment à Fanny Taillandier, Bertrand Guillot, Rebecca Warrior, Adèle Rosenfeld, Agnès de Sarthe, Alice Zéniter, Ramsès Kefi, Juliette Drouard et d'autres, rendez-vous sur le site de la BPI, sur son magazine Balise et sur toutes vos plateformes de podcast habituelles. Si vous aimez nos épisodes, n'hésitez pas à nous le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des étoiles. À bientôt!